Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir encore sur RTI 1. C'est une fausse alerte, il n'y a pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Le cas suspect s'est avéré négatif. L'OMS le confirme, la Guinéenne supposée malade d'Ebola ne l'est pas. La politique de non-regret appliquée par l'État ivoirien encourage l'adoption de mesures immédiates afin de sauver autant de vies que possible. Un virus qui lui est bel et bien présent au territoire ivoirien. La Covid-19 continue de faire des victimes. Une nouvelle vague de contamination est même constatée. Tous les 62 lits du service des maladies tropicales et infectieuses Smith sont occupés par des cas graves, des personnes non vaccinées. La Côte d'Ivoire connaît un déficit de 6 000 tonnes de poissons à combler chaque année, la consommation moyenne d'un Ivoirien étant de près de 25 kg par an. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a donc décidé de miser sur la valorisation de l'aquaculture durable. Et puis en Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a annoncé ce 1er septembre l'installation du comité d'organisation du futur dialogue national. Il compte une trentaine de personnalités. Bonsoir à tous. Nous ouvrons le 20h ce soir avec un invité. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, est avec nous. Et les nouvelles sont plutôt bonnes pour la Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, vous avez une communication. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons un communiqué important émanant du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie à porter à votre connaissance. Allez-y donc. En effet, une découverte majeure de pétrole dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire vient d'être faite par la société italienne Eni dans le bloc CI 101 en eau profonde, opéré en consortium avec la Société nationale Petroci Holding. Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associé. Le potentiel peut être estimé de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut, d'une part, et d'autre part, à environ 1800 à 2400 milliards de pieds cubes de gaz naturel associés. C'est donc une découverte importante qui viendrait fortement accroître les réserves prouvées de la Côte d'Ivoire, ainsi que sa production pétrolière et gazière dans les années à venir. Je vous remercie. Très bonne nouvelle, du pétrole brut et du gaz naturel donc découvert en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, dites-nous où est-ce que ce gisement est situé? Alors, ce gisement est situé au large des côtes d'Aswendé, à 50 km des côtes, et dans le sous-sol en eau profonde, à 3400 mètres, à partir de la surface de la mer, à 3400 mètres en profondeur dans le sous-sol. Dans le cas d'une telle découverte, quel est donc le processus d'exploitation pour ce pétrole? Bien. Alors là, ce pétrole vient d'être découvert à la suite d'un forage d'exploration. Grâce à cela, donc, nous allons pouvoir, les experts de la Petroci Holding et les spécialistes de la société italienne Eni vont faire des estimations de l'étendue de ces gisements et de l'importance de ces gisements. Et à partir de là, donc, des forages, cette fois-ci, de production seront faits pour extraire le pétrole brut donc, du sous-sol et passer donc à la production effective. Alors, vous l'avez dit, c'est un forage d'exploration qui a permis cette découverte. Est-ce que cela veut dire qu'on va susciter donc un regain de l'activité exploratoire en Côte d'Ivoire? Bien sûr, cette découverte donc, qui est sur tous les réseaux sociaux, donc cette découverte va attirer les opérateurs pétroliers et va susciter de l'intérêt pour notre bassin sédimentaire ivoirien. Il y a donc un regain d'intérêt au niveau international pour les pétroliers au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, ce sont bien évidemment des ressources supplémentaires pour le pays. Mais déjà, est-ce qu'on peut faire un bilan des précédentes découvertes du secteur des hydrocarbures dans le pays? Oui, il y a eu plusieurs découvertes en Côte d'Ivoire. À ce jour, les découvertes qui sont donc en production sont au nombre de 4.
Mais ce qu'il faut signaler, c'est que la dernière découverte date de 2001. Il y a donc 20 ans que nous n'avions pas fait de découverte. Et donc, c'est une bonne nouvelle que nous apportons après 20 ans de recherche. Et voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette découverte est importante. Les réserves en gaz naturel vont être multipliées par 1,65, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter de 65%. Et les réserves de pétrole brut vont être multipliées par 10. C'est donc une découverte importante pour le pays. Est-ce que les découvertes précédentes ont déjà été exploitées? En quel état elles sont? Oui, les découvertes précédentes ont été exploitées. Elles sont en exploitation. Aujourd'hui, il y en a 4, comme je le disais tantôt, mais elles sont en déclin, justement. La production ne cessait de baisser et avec cette découverte, la production va pouvoir augmenter. Merci, Monsieur le ministre, pour ces nouvelles qui sont très, très bonnes. Je le rappelle, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, nous a fait le point sur une découverte du pétrole dans le bassin sédimentaire de Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame. On change de tableau. Dans l'actualité sanitaire, le virus Ebola n'est pas entré en Côte d'Ivoire. L'OMS le confirme. Et à la suite d'une contre-analyse menée en France, l'OMS a donc indiqué que la patiente n'est finalement pas atteinte par le virus. La déclaration a été faite ce mardi lors d'un point presse du comité de veille sanitaire de Côte d'Ivoire. Salimata Dia. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui ne fait plus partie de la liste des pays à virus Ebola. Une autre analyse réalisée sur le cas venu de la Guinée s'est avérée négatif. Le 14 août 2020, la Côte d'Ivoire a déclaré une épidémie de maladie à virus Ebola, suite à la confirmation du laboratoire de l'Institut Pasteur d'un prélèvement effectué chez une patiente qui a quitté la baie en Guinée le 8 août 2021 et est arrivée à Abidjan le 12 août 2021, où elle a été admise dans nos services, isolée et diagnostiquée comme malade du virus Ebola. Comme recommandé par les règlements sanitaires internationaux, les prélèvements ont été également envoyés pour une confirmation dans un laboratoire de référence qui est accrédité pour les fièvres hémorragiques virales. C'est ainsi que le laboratoire Biomérieux de Lyon, qui a été identifié, a reçu les prélèvements le 27 août 2021. Les résultats revenus négatifs, tant sur la PCR que pour la sérologie, le gouvernement a décidé de classifier cette patiente comme non-cas de maladie à virus Ebola, sortant du coup la Côte d'Ivoire de la liste des pays à virus Ebola. C'est la politique de non-regret qui encourage l'adoption de mesures immédiates avant toute dimension et conséquence d'une urgence épidémique, explique l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué. Elle rétrograde ainsi la Côte d'Ivoire du niveau de riposte à celui d'état d'alerte. Les autorités sanitaires ivoiriennes se réjouissent de la promptitude dans la gestion. La sous-région étant confrontée à plusieurs maladies à fièvre hémorragique virale, les actions de santé publique vont-elles continuer à être renforcées, tant au niveau des frontières que dans les pays, pour pouvoir identifier tout cas suspect et prendre toutes les dispositions nécessaires conformément au règlement sanitaire international. Le ministre de la Santé a d'ailleurs rendu visite à la patiente qui faisait tout de même une maladie virale. Guérie, elle devrait rejoindre les siens dans les jours à venir. Fausse alerte pour Ebola, mais le coronavirus, lui, est bel et bien présent sur le territoire ivoirien. Voyons le point pour ce 1er septembre. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 479 nouveaux cas de Covid-19, 189 personnes déclarées guéries et 4 décès. En tout, 56 148 cas confirmés dans le pays, 445 décès et 1701 cas encore actifs. Face à ce nombre important de nouveaux cas détectés au quotidien, le ministre de la Santé a effectué une tournée ce mercredi sur les sites de prise en charge des cas Covid-19, Treichville, Cocody, Yopougon. Le service des maladies tropicales et infectieuses Smith compte 62 malades internés. Salimata Dia. Mercredi 1er septembre 2021, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville,
La recrudescence des cas positifs de Covid-19 et la cinquantaine de morts en espace de 2 semaines alarment. La salle de réanimation affiche pleine avec l'occupation de lits par des cas de Covid-19. Des formes graves de la maladie qui nécessitent des soins intensifs. Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, dans les box, s'imprègne du dispositif de prise en charge des malades. J'ai trouvé un personnel engagé, mais qui travaille avec beaucoup de sérénité, ce qui est rassurant pour le ministre que je suis. Au niveau du gouvernement, ce que nous pouvons faire pour vous accompagner, c'est donc d'anticiper. Donc pour cela, j'ai demandé qu'on puisse regarder dans l'éventualité, parce qu'on ne souhaite pas, mais il pourrait y avoir donc un afflux de malades important, donc il faut prévoir des places supplémentaires, comment aménager des espaces pour accueillir d'éventuels malades avec le matériel nécessaire, mais également donc anticiper sur aussi bien les médicaments, tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons pas donc débordés. Personnes du 3e âge, jeunes, les 62 cas internés sont des non-vaccinés. Lieu pour les autorités d'interpeller à nouveau sur le bien fondé de la vaccination. Il ne faut pas arriver à cette situation avant donc de prendre la décision, comme certains m'ont dit, de se faire vacciner. Je pense que nous allons intensifier la sensibilisation, c'est notre rôle, mais également des mesures importantes doivent être prises au niveau du gouvernement pour que les Ivoiriens aillent à la vaccination. Nous avons l'opportunité vraiment de faire vacciner nos concitoyens et je voudrais vraiment lancer l'appel aux Ivoiriens pour qu'ils aillent à la vaccination. À quelques pas du SMIT, l'usine de production d'oxygène pour les malades. L'oxygène, un élément important dans la prise en charge des cas en réanimation. Avant, c'était donc, on servait les hôpitaux à partir donc, des bouteilles de gaz liquide. Et ici, c'est un système autonome qui n'a pas besoin donc, d'être approvisionné. Donc nous prenons l'air, nous filtrons cet air et qui devient de l'oxygène que nous injectons dans les canalisations pour, donc, non seulement pour le SMIT, mais bientôt pour les autres centres de réanimation. Donc il était important que nous puissions donc, non seulement disposer donc, de l'oxygène de qualité, mais en quantité suffisante pour prendre en charge tous nos malades. Donc je suis venu m'assurer que le système tel qu'il est installé fonctionne bien et pourra nous permettre donc d'accroître notre capacité de prise en charge. Et c'est le cas. Face à cette 3e vague de contamination avec une suspicion du variant Delta, les autorités sanitaires jouent la carte de la prudence avec le renforcement du dispositif de riposte. Et tout le monde est invité à la vaccination. 1 370 123 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées du 1er mars au 31 août. La vaccination reste gratuite et volontaire pour toute personne de plus de 18 ans. Dans le domaine de l'éducation, une mission d'étude du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation séjourne à Kigali, au Rwanda. 9 délégués y sont pour apprendre des meilleures pratiques et aussi des expériences réussies en matière d'éducation, de formation et d'alphabétisation au Rwanda. Le point de notre envoyé spécial à Kigali, Hugues Hervé Blé. Le Rwanda, après la crise du génocide et les massacres de 1994, a dû puiser dans ses ressources pour assurer son unité, se reconstruire et poursuivre son développement. Dans cette optique, des secteurs comme celui de l'éducation surmontent depuis de nombreux défis. Résultat, des progrès importants, croissance de la scolarisation, notamment des jeunes filles, construction d'écoles et de nombreux autres. 9 délégués du ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire sont à Kigali pour s'imprégner des pratiques et expériences réussies en matière d'éducation, de formation et d'alphabétisation au Rwanda. Au programme, plusieurs rencontres avec de hauts responsables du ministère de l'Éducation, des échanges sur les choix faits pour transformer les citoyens rwandais en capital humain qualifié pour le développement socio-économique du pays. L'un d'eux, la promotion des TIC dans l'éducation de base. Ici, le primaire et le secondaire. L'enseignant peut enseigner utilisant l'ordinateur. Et l'enfant, depuis l'école primaire à l'école secondaire, est capable de chercher un document et de faire la recherche. Et cela contribue à l'enrichissement de ce qu'il reçoit dans la classe. Les interlocuteurs de la mission ivoirienne l'ont tous souligné. La vision du ministère de l'Éducation rwandais est de fournir à chaque citoyen des chances égales de bénéficier d'une éducation de haute qualité grâce à des installations appropriées et des enseignements de renommée. Ce que visent d'ailleurs les États généraux de l'éducation nationale qui se poursuivent en Côte d'Ivoire. Cette première journée de travail a été enrichissante à bien des égards. Ce qui nous a frappé, c'est que
Cette vision s'attache à la stratégie nationale de transformation du Rwanda et qui veut faire du Rwanda un pays qui soit soutenu par un capital humain qui soit fort. La mission d'imprégnation du système de l'éducation du Rwanda va durer une semaine. Elle verra la participation de Marianne Toukoné, la ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. Ressources halieutiques, la consommation de poissons en Côte d'Ivoire par an et par habitant est de près de 25 kg. Les besoins du pays en poissons s'élèvent à plus de 600 000 tonnes par an. Le ministère des Ressources animales et halieutiques mise donc sur la valorisation de l'aquaculture. Un projet de 26 milliards de francs CFA est financé par l'Union européenne. Dangui. Vendeuse au petit marché de Cocody, Mariam étale ses poissons, parmi lesquels de nombreuses tilapias, un genre de poisson bien prisé des Ivoiriens. Ça vient de Bois-Flé, un grand laou, ça vient d'un peu partout. Ça marche très bien par la grâce de Dieu. Malgré une demande réelle du poisson tilapia et un contexte favorable à son élevage, selon les experts, la Côte d'Ivoire importe 80% de sa consommation globale en produits halieutiques, entraînant une sortie de devises équivalent à 100 milliards de francs CFA. Information révélée à l'ouverture de l'atelier sur le projet Fish for ACP. Financé par l'Union européenne à hauteur d'environ 26 milliards de nos francs, le projet Fish for ACP est porté par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce projet vise à faire le point des défis du secteur. D'abord, comprendre comment les acteurs sont organisés, comment toute la chaîne de valeur du poisson tilapia est organisée dans le pays, quelles sont les relations avec les acteurs, quelles sont les contraintes qu'ils rencontrent, pour voir comment est-ce qu'on peut bâtir des actions qui sont à même de renverser la tendance. Entre autres objectifs du projet Fish for ACP, libérer le potentiel de la pêche et de l'aquaculture durable en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Une opportunité que veut saisir la Côte d'Ivoire pour répondre à ses besoins en poissons, notamment en tilapia. Le projet Fish for ACP vient opérationnaliser un dispositif qui permettrait de valoriser tous les métiers dans la production du tilapia, qui est le produit phare en termes de consommation de poissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au-delà des autres productions halieutiques par ailleurs. À l'ouverture officielle de cet atelier qui va durer 2 jours, le ministre des Ressources animales et halieutiques a révélé que le poisson est la principale source de protéines animales du consommateur ivoirien, avec une consommation d'environ 24,9 kg par an et par habitant. Le domaine du vivrier est lui aussi en train de faire sa mue. Les grossistes et les détaillants de vivriers ont décidé de s'unir pour être plus forts. Un des points essentiels pour eux reste la lutte contre les tracasseries routières. Le Haut Conseil des acteurs du vivrier entend œuvrer à faire baisser le coût des denrées alimentaires sur le marché. Yannick Efoumi et Amadou Ouattara. Marché Keïta, Yopougon, Sipores. L'un des plus grands sites de déchargement de denrées alimentaires à Abidjan. Selon des acteurs du vivrier, 10 à 15 camions débarquent ici tous les matins dès 6 heures pour livrer les commandes des commerçants. Pourtant, le trajet des convoyeurs depuis les champs jusqu'au marché est parsemé de difficultés. Parce que ce secteur-là, nous sommes dans l'informel. Quand on va charger en brousse, il n'y a pas de bascule là-bas, tu as fini, tu dois monter sur un bascule pour connaître ton poids. Donc tu es obligé de venir comme ça. Arrivé à Yamsogro, tu dois monter sur le bascule. Tu ne sais pas quel poids tu as pris. Souvent, ça nous taxe. PP 400 000, 450 000. Les commerçantes qui mènent très souvent leurs activités sur fonds propres peinent de plus en plus à faire face à cette hausse des coûts de livraison. C'est ici, nous, on gagne peine de nos enfants. Mais tout est cher sur le terrain. Ça ne marche pas. Transport pour envoyer nos bagages là, c'est cher. Donc quand on va, on ne s'en sort pas. Aider les camionnaires. Comme ça, ils vont nous arranger aussi. Conscients des difficultés rencontrées par les acteurs du vivrier, les responsables du site du marché Keïta s'érigent en avocats. Ce que nous on demande, c'est que
l'État doit essayer de comprendre un peu nos difficultés que nous rencontrons. C'est-à-dire, la première des choses, la venue des marchandises que nous recevons ici, qui viennent de toutes les zones. Nous n'avons pas assez de moyens logistiques pour transporter. Donc ce qui fait que du coup, il y a beaucoup de pertes. Lassés de faire face individuellement à cette situation qui perdure, les acteurs du vivrier ont décidé de s'unir à travers le Haut Conseil des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire. Nous avons jugé bon de créer cette structure afin de pouvoir pallier à tout ce qui peut être carence dans le secteur du vivrier. Donc le Haut Conseil des acteurs du vivrier sera là pour accompagner tout ce qui est initiative d'amener à bien toutes les activités dans le secteur du vivrier. Créé en 2020, le Haut Conseil des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire se donne pour mission la facilitation du convoyage de vivres, la commercialisation, l'accompagnement et l'amélioration des conditions de travail de ces acteurs. Dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à Zuenoula, le village de Traonfla est heureux de son électrification. Les personnes qui y vivent se sont réunies pour célébrer ce nouveau pas. Il vient améliorer significativement leur quotidien. Léon Brou. Le Zaouli et d'autres masques gourou en attraction. Ici, c'est Traonfla, 17e électrifié sur les 19 villages de la sous-préfecture de Zanzra, département de Zuenoula. Les populations fêtent la lumière avec le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier pour dire leur reconnaissance au président Alassane Ouattara qui leur apporte le développement. Il y a très longtemps qu'on attendait ce moment. Et avec la lumière, je pense que nous prenons un nouveau départ. En plus de l'électrification, je crois que toutes les voies qui étaient fermées depuis 1985 sont aujourd'hui ouvertes dans la sous-préfecture. C'est une satisfaction. Nous remercions le chef de l'État pour toutes ces actions en faveur de nos parents. Et les populations d'indiquer que les travaux d'électrification des 2 villages restants dans la sous-préfecture de Zanzra sont quasi achevés. Le parrain de la fête de la lumière se réjouit également du développement impulsé par le président Alassane Ouattara. Amédée Kouakou explique que la dynamique du chef de l'État n'exclut personne ni aucune localité. Le président Alassane Ouattara a une vision, apporter le développement aux Ivoiriens là où ils sont, pour ne pas que tout le monde se retrouve dans une même agglomération. C'est pour ça que des travaux sont faits dans toutes les villes secondaires de Côte d'Ivoire, en matière de route, en matière d'école, en matière de centres de santé, en matière d'électrification, même dans les hameaux les plus reculés. Sur les promesses tenues par le chef de l'État lors de sa récente visite pour booster le développement de la Maraoué, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier rassure, les études sont déjà bouclées, reste le lancement des travaux, notamment ceux pour le renforcement du réseau routier de la région. Amédée Kouakou exhorte donc à la cohésion et à la paix, condition du développement. Le village de Konan-Kokorekro, dans le département de Toumodi, se dote d'infrastructures de développement. Un foyer polyvalent va désormais y abriter toutes les rencontres. 70 millions de francs CFA ont été investis. Kader Sogodogo. Konan-Kokorekro, nous sommes dans la sous-préfecture de Angonda, département de Toumodi. Le président du Sénat, Jano Aousso Kwadjo, est accueilli dans l'effervescence. Konan-Kokorekro est dans la joie. Le village dispose désormais d'un foyer polyvalent financé à hauteur de 70 millions de francs CFA par le conseil régional et un apport financier du président du Sénat. Ce foyer, le premier du genre dans toute la sous-préfecture de Angonda, vient répondre à un besoin exprimé par les populations. Quand on est dans une localité sans foyer, vous voyez qu'on utilise les places publiques pour les cérémonies. Quand je parle de places publiques, par exemple, les rues, les écoles, les cours des écoles, vraiment, on est très content c'est joyeux là. Le foyer polyvalent de Konan-Kokorekro portera le nom du président du Sénat, Jano Aousso Kwadjo, en reconnaissance pour toutes ses actions dans le village et dans l'ensemble du grand centre. Jano Aousso Kwadjo invite pour sa part les populations à suivre une seule voie, celle d'une cohésion sociale qui aboutit au développement. La paix est un bien commun et nous n'avons qu'un seul pays. Et la vision du président Alassane Ouattara, c'est de construire la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je voulais inviter tout un chacun, au lieu de concentrer nos énergies à aller faire la guerre, nous devons concentrer nos énergies, nos forces à construire, à bâtir, à réunir.
Kona Kokorekro est le village de Feu Ngoran-la-Loi, artiste tradit moderne. Il y vivait avec Feu son épouse Ala Thérèse. Ce foyer vient certainement à point nommé pour leurs héritiers culturels qui, avec la mutuelle du dit village, célèbrent en ce moment même le tout premier festival des sports, arts et culture. Les mutuelles de développement des villages du Grand Centre ont décidé d'unir leurs efforts pour de meilleurs résultats. Leur toute jeune fédération a été investie à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Charles Tatou. Agir en synergie pour initier des projets de développement au profit de leurs différentes localités. Tel est le souci majeur des membres fondateurs de la Fédération des mutuelles de développement des villages du Grand Centre. Pour le président de la Fédération, ce nouvel instrument de développement de villages va permettre la concrétisation des actions de lutte contre la pauvreté dans les localités. Être véritablement des acteurs, nous approprier des grands projets de l'État, des grandes visions de l'État et amener nos parents à pouvoir participer effectivement aux réalisations de tous ces projets-là. Et ensuite, nous-mêmes, innover. Comme le manioc est presque un produit diamant, mais il faut aussi l'organiser. Le tout n'est pas de dire à nos parents, produisez ceci. Mais quand ils produisent, il faut pouvoir le vendre. Et aucune mutuelle, aussi dynamique soit-elle, aussi riche soit-elle, ne peut développer un village tout seul. Quelques élus originaires du Grand Centre, avec à leur tête l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, ont procédé à l'investiture du bureau exécutif de la nouvelle fédération des mutuelles du V-Baoulé. L'inspecteur général d'État est revenu sur la nécessité de cultiver l'esprit d'unité, de réconciliation et du vivre ensemble, gage de paix. La paix sans laquelle aucune action de développement. La fédération s'inscrit bien dans la vision du président Alassane Ouattara, qui est d'aller encore plus loin dans la transformation de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je vous exhorte à faire en sorte que votre mutuelle puisse regrouper tout le monde, quel que soit le bord politique, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la religion. Les premières actions menées par la Fédération des mutuelles de développement du Grand Centre porteront sur la valorisation de la culture et de l'artisanat. À Daloa, dans le centre-ouest ivoirien, les villages de Za et Nibois ont vécu en conflit depuis la période électorale de 2020. Et suite à une médiation du ministre Mathieu Babo-Daré, c'est le retour à la normalité entre ces deux voisins. Godefroy Okambawa. Pendant 10 mois, l'atmosphère dans les villages de Nibois et Za était à la méfiance. Dans ces deux localités de la sous-préfecture de Daloa, populations autochtones, allochtones et allogènes ont rompu le vivre ensemble suite à des violents affrontements survenus lors de la dernière élection présidentielle. C'était en octobre 2020. Plus de 10 mois après les douloureux événements, la tension a baissé et les deux villages décident de restaurer le vivre ensemble. Désormais, place est faite à la paix et à la cohésion sociale. L'arrivée du ministre est une opportunité pour unifier deux villages de la même tribu qui étaient en palabre. On a fait des tractations d'abord avec les deux villages et quand on a fini, on lui a rendu compte. C'est dans ce sens qu'il les a reçus d'abord et puis après, il est venu maintenant pour aplanir tout. Acteur de ce retour à la paix, le ministre-gouverneur Babo-Daré, lors de sa visite à Za puis à Nibois, il a rencontré les populations dans toutes leurs composantes en les appelant à considérer ce qui s'est passé pendant la présidentielle 2020 comme une parenthèse à oublier. Populations allogènes et allochtones ont parlé, populations autochtones aussi, ainsi que les autorités coutumières, la jeunesse et les femmes, de sorte à terre toutes les rancœurs et arriver à une paix sincère, totale et définitive à Za et à Nibois. Le ministre-gouverneur Babo-Daré s'en félicite et salue le retour au vivre ensemble dans ces deux villages. Je suis venu pour vraiment consolider et parfaire cette réconciliation. Ils sont des frères, la politique ne doit pas les diviser. Il faut qu'il y ait l'entente et la concorde entre eux. Promesse a été faite par les responsables de jeunes et de femmes de Za et de Nibois, les chefs de village, de s'engager à préserver la paix retrouvée et cultiver le vivre ensemble restauré.
Et on part en Centrafrique pour la mise en place du comité d'organisation du futur dialogue national qui a été annoncé ce 1er septembre par le chef de l'État, Archange Touadéra. La nouvelle entité est composée d'une trentaine de personnalités, des représentants des pouvoirs publics, des partis politiques, des confessions religieuses, de la société civile et aussi des experts internationaux. Sa mission, proposer entre autres un chronogramme et un lieu pour le dialogue national qui doit permettre à tous d'exprimer les préoccupations. Voilà pour l'actualité de ce 1er septembre sur RTI 1. Merci et bonsoir à tous.